Merci beaucoup de m'avoir permis de communiquer sur ce projet, qui est un projet collectif, comme vous le voyez. L'idée, c'est qu'à 6 mois, on n'ait plus de place sur la page pour renseigner le nombre de participants. Pour vous donner un aperçu un petit peu d'où l'on parle, maintenant vous le savez. Donc, moi, je suis ingénieure de formation. Je suis au centre hospitalier du Vinatier depuis 2 ans. Et mes missions sont de participer avec mon équipe au développement de la réhabilitation psychosociale dans les établissements médico-sociaux et en partenariat avec les centres référents et de proximité de réhabilitation psychosociale. Alors, quelques repères pour cette intervention. C'est au gré d'un appel à projet de l'AFNIC, de la Fondation AFNIC, qui nous a permis de nous engager dans la digitalisation des directives anticipées en psychiatrie. C'est un appel à projet qui vise à rendre le numérique plus accessible et au service d'une société plus équitable. Dans ce contexte-là, nous sommes en train de monter un Living Lab. C'est en fait tout simplement le regroupement de personnes intéressées, professionnels de santé, personnes concernées et aussi proches et aidants pour essayer de constituer des groupes qui nous permettent de faire évoluer l'ergonomie et la matrice actuelle des directives anticipées. Nous en sommes actuellement dans la formalisation des cas d'usage. En gros, ça donne ça. On est vraiment au tout début de notre projet et on a effectivement besoin de vous, chacun de vous, pour effectivement enrichir toute notre base de données. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, les directives anticipées en psychiatrie, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas forcément familier. C'est un document d'abord physique, d'où l'idée de les digitaliser pour plus d'accessibilité, pour un partage facilité, pour des actualisations aussi plus fréquentes. C'est une démarche au service du droit des usagers du système de santé qui n'a pas encore d'existence légale, sachant que la mention, par contre, de la personne de confiance, qui, vous le verrez plus tard, fait partie du formulaire des directives, est quant à elle une obligation légale. C'est un outil aussi, des outils hétérogènes au sein des établissements. Il peut y avoir le plan de prévention partagée, le plan de crise conjoint, mais l'ambition est partagée de prévenir des hospitalisations ou juste un accès aux soins qui serait traumatique et qui durablement, effectivement, disposerait moins volontiers les personnes à accéder aux soins. Enfin, et c'est très important, c'est un outil à fort besoin de médiation et en l'occurrence, la dernière étude multicentrique qui a été réalisée et notamment avec le centre hospitalier du Vinatier a montré en quoi la médiation d'un père aidant au moment de renseigner les directives anticipées est extrêmement favorable pour qu'elle soit à la fois efficiente et que le sentiment d'efficacité ressenti par la personne soit à son plus haut niveau. Ça a aussi un effet, je vais quand même le rappeler plus tard, mais d'abord, pour ce qui concerne la matrice, donc on est sur un document très simple, assez austère, 4 pages à 4. On y renseigne l'identité de la personne concernée, ou plutôt c'est elle qui le renseigne, de sa personne de confiance, de la personne à prévenir. C'est important de pouvoir faire la distinction puisque ça ne sera pas forcément la même personne. Les signes avant-coureurs d'une crise psychiatrique, des gestes et comportements qui peuvent être soutenants, on appellera ça des stratégies de compensation, les lieux de soins à privilégier ou non, si on a des préférences par rapport à des hôpitaux, des cliniques, des professionnels de santé avec lesquels c'était particulièrement agréable de rencontrer le soin. Et puis on y renseigne aussi, c'est important, ces traitements pharmacologiques ou non pharmacologiques. Et enfin, toute information susceptible de générer une expérience optimisée de l'hospitalisation, ça peut passer par le fait d'avoir à disposition ses affaires personnelles, de pouvoir prévenir telle ou telle personne, que quelqu'un aille chez moi pour s'occuper de mon poisson rouge. Voilà. C'est très pratique. Ça peut prendre cette forme-là aussi. Ça, c'est la carte qui permet effectivement aux professionnels de santé en situation d'urgence de savoir, j'ai rédigé mes directives anticipées en psychiatrie, c'était mon besoin particulier, il est le tel, voilà qui appeler et lui dire effectivement que j'ai besoin d'elle, en l'occurrence pour me représenter. Alors pourquoi encourager une rencontre entre les personnes TSA
et les DAP. Je dirais que pour le coup, ce qu'on constate, après avoir discuté avec des professionnels de santé impliqués dans l'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre autistique, c'est qu'il y a peu d'outils d'aide à la pratique, et on a à côté de ça, en parallèle, des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui insistent sur le fait de devoir créer les conditions d'une participation individuelle ou d'une non-participation. Encore une fois, c'est les personnes qui décident ce qui est bon pour elles ou pas, donc le fait de les renseigner, ces directives ou non, qu'il convient à l'hôpital en tout cas de tenir compte des particularités communicationnelles et sensorielles des personnes. C'est encore rarement le cas en médecine générale. Il y a un certain nombre de papiers de la littérature sur les conditions qui ne sont pas encore comblées. Et puis, il y a cette vigilance rappelée par la Haute Autorité de Santé sur le risque de surmédicamentation à l'arrivée aux urgences, qui pourrait être contre-productive, sachant que, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il n'y a pas de médicamentation spécifique pour le trouble du spectre de l'autisme, hormis éventuellement pour des comorbidités. Alors, ce qu'on a vu avec l'étude multicentrique, c'est que ces directives anticipées, elles peuvent jouer comme un facteur protecteur. C'est-à-dire qu'indépendamment de la crise psychiatrique, c'est aussi un document qui va permettre à la personne de réfléchir sur ce qu'elle désire en contexte d'hospitalisation, en contexte de crise, et qui, ce faisant, l'amène effectivement à produire un certain travail de réflexivité qui n'est pas forcément un travail facile. Vous pourrez essayer de les remplir. Vous verrez, ça demande vraiment une réflexion et une projection. Et là, on va voir que la projection, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et jusqu'ici, c'est effectivement un document qui a été plus éprouvé par des personnes présentant des troubles psychiques sévères. A priori, il n'y a pas de raison que ce soit pas plus ouvert à d'autres types de personnes et de troubles. On a enfin, très récemment, sur lesquels je me suis reposée aujourd'hui en partie, des données scientifiques performatives sur les facilitateurs et les obstacles, et on va y venir. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de caractériser un parcours pour des personnes avec un trouble du spectre autistique qui seraient amenées à être hospitalisées ou en tout cas qui voudraient pouvoir anticiper une crise. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mener des entretiens compréhensifs avec des personnes concernées. J'ai pu, en équipe aussi, avec les personnes, les pères aidants qui travaillent avec nous, engager de premières réflexions pour essayer de recomposer ce parcours. Et c'est aussi aujourd'hui l'examen de quelques articles scientifiques. C'est absolument pas exhaustif. En tout cas, on essaie de prendre des revues open access que vous pourrez retrouver. J'ai mis les références dans la présentation, qui traite des obstacles à l'accès aux soins en contexte de TSA et puis des trajectoires des adultes autistes par rapport à cet accès aux soins. Donc voilà, ça totalise un nombre assez important de personnes, mais c'est évidemment un travail de recherche à étoffer encore. Donc, parmi les principaux obstacles, je ne vais pas vous les lister l'ensemble, mais c'est très important parce que c'est vraiment les retours déclarés par les personnes. Évidemment, l'environnement sonore. Il est possible que je parle beaucoup trop fort pour un certain nombre de personnes. L'environnement olfactif, que vous évoquiez tout à l'heure, l'environnement lumineux, la surexposition à des contacts physiques non voulus, ça fait partie des choses qu'on peut renseigner dans des directives anticipées, si tant est qu'on retravaille la matrice. La question de ne pas sous-estimer le coût des interactions sociales. On peut préférer pouvoir enseigner ces consignes de façon asynchrone, comme l'avait proposé Pascal Bellanca-Pénal quand il avait parlé de son usage des écrans. C'est beaucoup moins exposant, ça peut être beaucoup plus adapté pour les personnes avec un trouble du spectre autistique et pour beaucoup d'entre nous, clairement aussi. La question des appels téléphoniques, ça aussi, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde et c'est l'intérêt de cette recherche, c'est que sur les 500 personnes interrogées avec un trouble du spectre autistique et les 107 ou 117 contrôles, effectivement, ces choses-là apparaissent de façon très marquée pour les personnes avec un trouble du spectre autistique et très faiblement marquée, voire nulle pour les autres. Donc il y a vraiment un travail de conscientisation à faire que moi je suis en train de faire et je pense que vous l'avez déjà fait dans le cadre de vos recherches, mais en tout cas ça mérite d'être connu. Et puis enfin tout ce qui va impacter
la communication dans le cas d'une consultation avec le poids des émotions. Enfin, je le résume comme ça, le poids des émotions et la temporalité. J'ai eu récemment un témoignage d'une personne qui est père aidante et qui a vécu un moment très traumatique dans le cadre d'une radio. Pour nous, tout ce qui pourrait être très anodin, le fait d'attendre dans la salle d'attente, d'être exposé à la lumière, c'est des choses qui peuvent faire très fortement violence et qui vont venir aussi impacter finalement la façon dont sera reçu le soin en contexte d'hospitalisation. Voilà, alors maintenant, pour résumer sur ces trois composantes, la communication, les particularités sensorielles et prédictibilité, comment on passe de ces pratiques à une matrice de directives qui puissent être adaptées à la population des personnes avec un trouble du spectre autistique. C'est un peu l'objet de notre travail, ce pourquoi je vous invite à travailler avec nous, avec les prochaines étapes, étayer le Living Lab avec la participation de personnes concernées, mais aussi de professionnels évidemment et d'aidants. On a besoin de savoir à quel moment on peut proposer ces directives. Est-ce qu'il faut les proposer tout d'un bloc? Je ne pense pas. Comment on les amène dans la consultation? La question aussi d'ajuster la matrice, effectivement, avec toutes les dimensions qu'on vient de relever, et puis une dimension importante. Moi, je me sens pas du tout légitime pour aller là-dessus, mais je sais qu'il faut qu'on le fasse et il faudra qu'on s'organise. C'est en tout cas d'être en mesure de pouvoir toucher aussi des personnes ou des proches qui seraient en situation d'autisme non verbal ou non oral, où la besoin de médiation par des images, des pictogrammes sera importante. L'idée étant de toujours aller dans le sens d'un dispositif attractif, inclusif, que ce soit un bon moment, cette directive, même si effectivement la situation de crise psychiatrique est une situation critique et voilà, particulièrement douloureuse, elle peut l'être moins et cet outil peut y participer. Et enfin, d'être en capacité de documenter cette exigence d'ajustement relationnel dans la passation, dans l'élaboration de la réflexion sur ce qu'il faudra pouvoir mettre en évidence dans les besoins des personnes non orales. Voilà, j'ai mis quelques ressources. Je voudrais insister sur voilà, le travail de Lia Antoine, qui vraiment se mobilise pour former les pères aidants à la passation des directives anticipées en psychiatrie. Véronique Baraton, qui constamment apporte énormément et enrichit beaucoup nos échanges par rapport aux particularités sensorielles des personnes avec un trouble du spectre autistique, et qui est toujours ouverte à la participation à ce type de travaux-là. Le podcast Trouble du spectre dans l'autisme, qui a été mis en place avec Pascal Belanca-Penel sur son initiative et avec le soutien d'iMind, du Centre Ressources Autisme et du Centre de réhabilitation psychosociale, et dont on est extrêmement fiers. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas à nous rejoindre.